se souvient du passage de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe l'année dernière. Une visite qui avait suscité admiration, interrogation ou profonde objection, ce qui veut dire que l'homme ne laisse pas indifférent. Pour autant, politiquement, le personnage a du mal à convaincre sous nos latitudes, 5,38% de suffrages sous son nom lors de la présidentielle de 2012. C'est pour tenter de progresser dans l'opinion qu'il est venu échanger avec les Guadeloupéens en décembre dernier. En retrait dans les sondages au plan national, critiqué pour ne pas avoir trouvé un compromis avec Benoît Hamon, le leader de la France Insoumise poursuit sa route vers le premier tour. Pour diffuser sa parole, une équipe locale s'est mise au travail. Son porte-parole Guillaume Saltel est l'invité de Droit dans les yeux ce soir. Bonsoir à tous. C'est le retour après la pause du carnaval et c'est une séquence consacrée à la prochaine présidentielle que nous inaugurons ce soir. Désormais, nous consacrons l'émission à la pré-campagne qui se déroule en France et dans nos régions. Régulièrement, les représentants locaux des candidats viendront s'exprimer sur le programme de leur leader. Place ce soir à Jean-Luc Mélenchon, dont le porte-parole en Guadeloupe est Guillaume Saltel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci d'être sous le plateau de Doigt dans les yeux ce soir. Émission illustrée comme d'habitude par des caricatures de Gabour que nous découvrirons tout au long de cet échange. Notre première interrogation, monsieur Saltel, porte sur la situation à droite et au centre, si vous voulez bien. Bien sûr. Elle vous inspire un commentaire, ce qui se passe Oui, écoutez, c'est assez tragique et quelquefois tragicomique. C'est tragique notamment par rapport à l'attitude de François Fillon qui est dans une posture qui est incompréhensible. Et je pense que il a un mauvais cas avec de mauvaises affaires, des questions légitimes qui sont posées. Mais je pense que le plus difficile pour la plupart des citoyens, c'est qu'il n'a pas mesuré l'effet que ça pouvait avoir de distraire 1 million d'euros. Vous parlez de distraction. A-t-il eu raison de résister, comme il l'a fait? De résister De résister pour pouvoir se maintenir. Ah bah de résister, voilà, je crois qu'il a très envie d'être candidat. Je pense que c'est dommage parce que toute la campagne est polluée au lieu de discuter des projets, au lieu de discuter de ce qui intéresse l'avenir des gens. On est en train de nous présenter un feuilleton tous les jours. On a même... on peut dire ouf aujourd'hui, puisque le problème semble réglé. La campagne peut véritablement commencer ce soir? Écoutez, moi je n'en suis pas sûr. J'aimerais, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir du temps pour aller aux choses essentielles, aux projets. Vous savez, on va s'engager là dans les années qui viennent, dans des années difficiles, et elles vont être difficiles notamment si ce sont des années qui sont pilotées par des gens qui n'ont pas la maîtrise de la souffrance que rencontrent les gens ici en Guadeloupe et aussi sur le territoire métropolitain. Qui peut profiter de cette turbulence à droite et au centre? Il ne faut pas sortir la boule de cristal. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Même les sondeurs, maintenant, s'amusent à nous donner des chiffres qui sont quelquefois fantaisistes. Il faut dire que ce n'est pas une année qui a été facile pour eux. Et moi, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on a des atouts extraordinaires. Il y a des choses à faire. Et il y a des solutions. Et puis, il faut rejeter la morosité ambiante. Est-ce qu'on se souvient qu'on est un pays extrêmement riche? Est-ce qu'on mesure tout ce qu'il est possible de faire, mais à la condition de répartir un petit peu autrement ses richesses? Une dernière question liée à cette problématique de droite et du centre. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, à cause de ces problèmes, doit-il en fait revoir sa programmation, son cheminement qui doit conduire au 23 avril, date du premier tour? Non, vous savez, nous, on est en campagne depuis plus d'1 an maintenant. On a commencé en février 2016. Et pourquoi est-ce qu'on a commencé aussitôt? C'est pour pouvoir associer un maximum de Français à l'élaboration de ce programme. Vous savez, moi, j'ai amené le livre que je vais vous remettre tout à l'heure, L'avenir en commun. C'est un livre qui n'est pas banal. C'est des milliers et des milliers d'heures de travail par des milliers et des milliers de personnes. Et c'est tout à fait important de savoir que ce programme a été construit, conçu, et naturellement, il a une orientation, et il a une orientation pour l'intérêt général, pour l'intérêt du plus grand nombre. Et c'est ça surtout qu'il faut mettre en avant dans la campagne. Fabriqué avec le plus grand nombre, mais est-ce que ce plus grand nombre partage les avis de Mélenchon aujourd'hui? Quand on regarde les sondages, ces fameux sondages, il a du mal à décoller, moins de 15%.
c'est pas beaucoup. Oui, écoutez, moi je crois qu'on est devant quelques belles surprises, notamment par rapport à ce score. Bon alors, c'est toujours prétentieux de vouloir dire on a raison contre ce qui paraît être des mesures qu'on nous prétend scientifiques. Mais si vous voulez, moi je rencontre des gens tous les jours dans le cadre de cette campagne. Je rencontre des gens dont je n'aurais jamais supposé qu'ils puissent être intéressés par la campagne. Je rencontre aussi quelques indifférents parce qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes et qu'il faut mobiliser. Mais je rencontre beaucoup de gens qui sont intéressés par l'approche de Jean-Luc Mélenchon, justement par son sens du collectif et son sens de l'intérêt général. Vous savez, dans une époque troublée où on voit à droite et à l'extrême droite des gens mis en cause dans leur honnêteté personnelle de façon forte, l'un et l'autre, c'est autour du million détourné. Eh bien, quand quelqu'un, effectivement, trace son chemin de façon acharnée, mais aussi de façon très déterminée, et en gardant le sens des réalités et le sens de l'honnêteté, c'est exceptionnel. On dit de Jean-Luc Mélenchon, bon, que c'est un homme cultivé, c'est vrai, que c'est un vrai politique d'aujourd'hui, mais a-t-il vraiment les capacités d'être président de la République? Ben écoutez, moi j'en suis tout à fait persuadé. C'est un homme qui a le sens de l'État, il le montre très souvent. C'est un homme qui est attaché à la France de façon indéfectible. C'est un vrai républicain. Alors le terme est galvaudé maintenant parce que un parti politique a voulu nous le voler et nous le confisquer. Mais c'est véritablement quelqu'un qui défend la République et surtout c'est quelqu'un qui a une orientation qui prend en compte l'ensemble des difficultés des plus petits. Et c'est ça qu'il faut dire ici en Guadeloupe. Il y a tellement de gens qui n'ont pas la part qui devrait leur revenir, qui n'ont pas le droit à la parole, qui ne sont pas pris en compte. On a des garanties tout à fait importantes avec l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon pour faire en sorte que chacun puisse avoir sa part et que chacun puisse s'en sortir. Et est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir en unissant un peu les forces à gauche, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec Benoît Hamon, par exemple, frondeur au sein du gouvernement, qui a quitté le gouvernement. Mélenchon partageait régulièrement ses points de vue, et ces deux hommes-là n'arrivent pas à trouver le minimum pour pouvoir travailler ensemble et pourquoi pas sauver la face de la gauche. Alors vous exprimez là une objection, une inquiétude qui est souvent formulée. Moi je l'entends aussi dans la population, parce que chacun sait faire une petite additionner des chiffres donnés justement par les sondages, c'est assez facile, et puis on se dit on pourrait même être devant les candidats de la droite et de l'extrême droite. Mais ça ne marche pas comme ça, la politique. Et quand vous me dites des analyses étaient convergentes, il y a des différences qui sont des différences importantes. Sur l'Europe, on y viendra peut-être. Mais il y a aussi, on essaie d'en faire une histoire d'ego, de lutte d'un homme contre un autre homme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut regarder de près comment a agi Benoît Hamon pendant la primaire et depuis la primaire. Mais c'est une question d'homme quand même, la politique. Et est-ce que vous imaginez la gauche absente du second tour, par exemple, parce que ces deux-là n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'essentiel? Moi, je suis très tranquille et je pense qu'il y a des désaccords qui sont tels entre la position de Benoît Hamon, qui ne rompt pas avec le quinquennat de Hollande, qui ne veut pas tourner la page, qui ne veut pas se séparer clairement de Valls, qui veut abroger la loi El Khomri avec Myriam El Khomri comme députée. C'est une position qui est une position ridicule. Alors on a dit après, vous êtes les grands méchants, vous voulez des têtes, mais c'est pas des têtes. Il suffit à un moment donné de savoir vers quoi on veut aller. Et puis il y a aussi des différences dans les programmes, mais on y viendra peut-être. Est-ce que M. Mélenchon, selon vous, sera au deuxième tour aujourd'hui dans un tel contexte? Écoutez, moi j'en suis persuadé parce que je crois que les choses vont encore bouger, parce qu'on est dans une élection complètement imprévisible, parce que sans doute les écarts ne seront pas ceux du tout qu'on donne à l'heure actuelle, parce qu'on peut se trouver dans une situation comme en 2002 où entre le deuxième et le troisième, il y aura finalement très peu d'écart. Et moi je pense véritablement que nous allons aller au deuxième tour. Et de toute façon, je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon le mérite, parce que son projet, notre projet collectif, est le projet qui peut amener une progression pour le plus grand nombre. L'un des éléments forts de son projet, c'est la transformation de l'État, c'est la transformation de la République. Jean-Luc Mélenchon élu président, c'est fini la 5e République? Oui, tout à fait. Et pour une 6e République, quelle est la photographie de cette 6e République qu'il souhaite et que vous souhaitez? Alors la 6e République, d'abord, elle va être définie par des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Vous savez que l'Assemblée constituante, qui sera élue dès que Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, eh bien cette Assemblée constituante ne comprendra aucun élu précédemment ayant détenu un mandat. C'est une garantie déjà importante. Il est possible même qu'un certain
nombre de citoyens puissent la rejoindre par tirage au sort. Toutes ces décisions seront des décisions élaborées et concertées. Moi, je veux donner un exemple pour la Guadeloupe. Vous savez que le débat institutionnel est vif en Guadeloupe. Moi, je suivais votre émission, j'ai entendu notre camarade du Parti communiste guadeloupéen, et puis avant, Alain Plaisir. On sait que pour beaucoup de Guadeloupéens intéressés à la politique, la question institutionnelle est tout à fait importante. Eh bien, cette question institutionnelle, elle va être traitée dans un cadre nouveau, parce qu'on ne parle plus de l'article 73, de l'article 74. Cette constitution-là, on la met de côté et on bâtit une nouvelle constitution. Pour nous, la 6e République, la place de nos régions, quelle serait cette place au sein d'une 6e République selon Mélenchon? Eh bien, concrètement, elle sera à définir déjà. La parole sera donnée aux Guadeloupéens. Jean-Luc Mélenchon, au Gosier, a parlé de la possibilité d'ouvrir un congrès populaire, non pas le congrès des élus qu'on connaît, où ils tournent en rond depuis des années, depuis 2003, sans se mettre d'accord sur une solution, mais bien donner la parole au peuple. Ça, c'est une démarche. Mais il a quand même renvoyé Alain Plaisir dans ses 18 mètres, pour reprendre une image de football, lorsque Plaisir lui a évoqué la question d'évolution vers un pays, un PTOM, comme à l'image de Saint-Barth, par exemple. Alors ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que Alain Plaisir a une vue fermée sur cette question-là. Je pense qu'il faut raisonner avec d'autres institutions, il faut raisonner avec un autre cadre, il ne faut pas rester dans le cadre de la Ve République. On peut imaginer. Et cette idée du congrès local est une idée tout à fait importante, parce que le débat pourra renaître si c'est nécessaire. Et on arbitrera de façon intéressante. Ce qu'il faut savoir quand même pour cette 6e République, c'est un point, à mon avis, tout à fait intéressant. Elle ne sera pas simplement faite par des gens qui seront élus pour ça, mais elle sera ratifiée par l'ensemble du peuple français. Elle sera ratifiée par référendum. Et ça, c'est quelque chose qui est une vraie garantie. Je vous suis, mais j'ai quand même une interrogation. Comment comprendre ce que vous dites là présentement et ce qui s'est passé récemment lorsque le Front de gauche, comme les chevènementistes d'ailleurs, ont voté contre la création d'une collectivité unique en Corse? Oui, alors bon, c'est vrai que le problème corse est un petit peu particulier. On voit la Corse partir non pas vers l'autonomie, mais véritablement avoir des élus qui sont des indépendantistes, qui veulent vraiment se couper de la République. Et ça, c'est vrai Ils ne doivent pas se couper de la République. Pour nous, l'avenir de la Guadeloupe, pour parler de la Guadeloupe comme on pourrait parler de la Corse, n'est pas en dehors de la République. Bien entendu, et d'ailleurs l'essentiel de la population n'imaginerait pas qu'on puisse avoir une Guadeloupe. C'est un beau rêve, une Guadeloupe indépendante. Mais si c'est pour devenir le parc de loisirs des Américains, il faut regarder un petit peu que sont devenus les pays qui ont pris leur indépendance. Vous savez qu'à Antigua, on peut acheter maintenant la nationalité. Il suffit d'investir et on peut être naturalisé antiguais. Est-ce qu'on veut qu'on achète un jour, au lieu de... en Guadeloupe, la nationalité guadeloupéenne? Il n'en est pas question. Mais le Guadeloupéen a aussi besoin d'exister en tant que... Bien entendu. Mais bien entendu. Et il y a je dirais, des éléments tout à fait importants pour que des décisions soient prises ici, pour que les investissements soient faits ici, pour que la formation soit faite ici. Je veux dire, c'est pas contradictoire. Et on peut s'appuyer aussi sur la culture locale. D'un point de vue aujourd'hui, votre schéma idéal, ce serait quoi? Mais pour moi, je pense qu'il faut déjà qu'on change cette notion de région ultra-périphérique. Vous savez, on a cette appellation qui nous est donnée par l'Europe, parce que l'Europe, autour de Berlin et de Paris, on est véritablement très loin. Mais ça ne veut rien dire, région ultra-périphérique, pour nous. Ici, on est au milieu de l'assiette. On n'est pas sur le bord. Et il faut véritablement que des choses se déroulent ici, à partir de ce que souhaitent les gens, mais naturellement dans un cadre qui est un cadre fort et protecteur, qui est le cadre de la République française. En tout cas, c'est notre position à nous dans ce débat institutionnel. Lors de l'installation du président de la région de Corse, puisque c'est encore une région en attendant cette évolution pour le 1er janvier 2018. Le nouveau président s'était exprimé en Corse, en langue corse. Oui. On parle créole ici. Dans cette nouvelle république souhaitée par Jean-Luc Mélenchon, quelle serait la place de la langue créole dans le fonctionnement du pays Guadeloupe au quotidien? Écoutez, moi je suis très tranquille là-dessus. On a dit beaucoup de méchanceté sur le compte de Jean-Luc Mélenchon et de son désintérêt pour les langues régionales. C'est tout le contraire. Les langues régionales sont des langues qui
apportent, qui sont des émanations de la culture. Et il est hors de question de niveler tout le monde. Moi, je me souviens, pour l'avoir entendu, de la réaction de Jean-Luc Mélenchon venant ici et disant, mais ici à Gosier, et disant, mais je sors et qu'est-ce que je vois? Je vois la même chose qu'à Paris et je vois la même chose que un petit peu dans tous les coins du territoire. C'est choquant de sortir et de voir un McDo. C'est choquant de voir la même chose partout sur l'ensemble du monde. Ça, c'est le monde tel que nous ne le voulons pas. Il faut absolument s'appuyer sur les éléments culturels qui font l'identité des pays. Est-ce qu'il va accepter, lui, président de la République, s'il réussit en mai prochain, que, par exemple, officiellement, la langue créole puisse évoluer à l'école, dans les institutions, dans les médias? Quelle serait sa position? Quelle serait votre position? Écoutez, la position de Jean-Luc Mélenchon et la mienne, là-dessus on est parfaitement raccord, c'est qu'il existe une langue officielle qui est la langue française. Et c'est important que ce soit la langue partagée par tous. C'est la langue des contrats. Que diriez-vous d'un contrat de travail rédigé en créole? Il faut garder cette notion d'une langue officielle qui est notre bien commun à tous. Mais il ne faut pas pour autant éradiquer ou empêcher de se développer ou ne pas redonner de la vie, parce qu'il y a besoin de redonner de la vie à la langue créole. Quand on regarde un petit peu comment les choses se passent à l'école, ce sont toujours les moyens pour cette langue régionale qu'on supprime parce qu'on n'a pas assez ici d'enseignants. C'est quand même quelque chose qui est très choquant. On a besoin de la culture, on a besoin d'avoir ses racines. C'est tout à fait essentiel. Simplement, il faut que dans le contrat commun, nous ayons une référence qui soit une référence pour tous et qui prend aussi en compte ceux qui ne sont pas créolophones au départ. Mais je voudrais vous dire un petit mot là-dessus sur le créole, parce que on a une situation particulière qui n'est pas prise en compte par l'éducation nationale. Vous savez qu'ici, il y a encore un certain nombre d'enfants, et c'est pas négligeable, qui parlent créole à la maison et pour qui c'est la langue maternelle. Eh bien, quand ils arrivent à l'école, c'est le français. Et c'est nécessaire qu'ils apprennent le français, puisque ça sera la langue du pays dans lequel ils vont devoir travailler, évoluer, apprendre, etc. C'est essentiel. Mais on n'a pas ici les moyens de prendre en compte cette réalité-là. Vous savez, moi j'ai entendu des gens expliquer qu'ils s'en étaient sortis à l'école. Il faudra mettre des outils pour que les langues soient complémentaires, pour que le créole, par exemple, puisse favoriser à terme la compréhension et la maîtrise du français et inversement? Tout à fait. Vous savez, moi j'ai rencontré des gens qui ont expliqué, avec une belle situation, qui ont expliqué que s'ils s'en étaient sortis à l'école, c'est parce qu'ils avaient eu un instituteur capable de leur parler en créole et de leur refaire le soir le cours de mathématiques qu'ils n'avaient pas compris en français. C'est quelque chose de tout à fait important. On a besoin effectivement d'avoir la prise en compte par l'éducation nationale de cette situation-là, et c'est pour ça que c'est offensant la situation dans laquelle on se trouve, avec depuis 2013, 173 postes fermés à l'école. On sait que c'est le créole qui trinque quand c'est comme ça. C'est notamment ça qu'on n'enseigne pas, qu'on n'enseigne plus. Alors avec cette richesse, M. Saltel, Jean-Luc Mélenchon, dans sa campagne au niveau hexagonal, pourrait l'intégrer dans ses discours, dans ses prises de position, pour reconstruire cette République comme il le souhaite, avec et en tenant compte de ces réalités que nous vivons dans nos régions. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi vous avez l'impression que les régions d'outre-mer sont absentes du discours, des échanges, des débats politiques au niveau national? Alors, ne pensez pas que c'est pas fait. C'est pas le cas, en tout cas pour notre programme. On a une partie tout à fait importante dans ce document qui prend en compte la situation des outre-mer, et on fait même mieux, puisque ici, avec les gens qui sont dans les groupes d'appui, on est en train de préparer un document où on va décliner ces propositions de Jean-Luc Mélenchon pour leur donner exactement l'application qu'on souhaite qu'elle prenne en Guadeloupe. Et ça sera disponible dans la campagne. Jean-Luc Mélenchon était là en décembre dernier, c'était le 19, il était au Palais des Sports du Gosier, et il disait ceci devant nos caméras. On l'écoute, on poursuit après. Très bien. Il existe un intérêt général humain, et c'est à nous de le prendre en charge. Parce que ceux qui profitent, la petite caste, l'oligarchie, elle, n'est pas capable de prendre en charge l'intérêt général humain. Elle y est hostile, ce n'est pas son problème. Elle ne pense qu'au temps court, celui de la circulation la plus en plus rapide de l'argent, qui provoque les profits les plus en plus grands. Les intérêts particuliers leur semblent être la racine du mouvement de la société et de sa dynamique. Et tous ceux que vous entendez piapiater et vous dire qu'il faut que vous soyez flexible, compétitif, etc., ne trouvent même pas le temps d'une respiration pour vous dire, au moins dans le cadre de ce qui est supportable par la nature, parce que ce n'est pas leur problème. Ils ne l'ont pas compris. Ils sont à côté de la réalité, du danger mortel que nous sommes en train de courir. C'est pourquoi ce que l'on appelait autrefois la lutte de classe contre la profitation et la lutte écologique pour respecter l'écosystème
et changer nos méthodes de production sont une seule et même lutte aujourd'hui. L'écologie, le système, il faut que tout soit réuni pour construire un autre monde. C'est ce qu'il dit en clair, c'est ce que vous dites à la Guadeloupe ce soir. Oui, c'est ce que je dis à la Guadeloupe en soulignant le fait qu'il a bien compris ce que ça veut dire profitation. Vous voyez que l'intégration quelquefois des concepts locaux, parce que c'est un concept local, est tout à fait possible pour Jean-Luc Mélenchon. On a dit que c'est un vrai politique, donc il fait de la politique. Donc il fait de la politique, oui. bien entendu. Oui. C'est pour ça qu'il a parlé aussi de déchouquer. Hein. Bon, là-dessus, il sait effectivement prendre en compte des aspects de la personnalité locale. Alors, mais vous me posez une question sur l'écologie. Oui, vous voulez que je vous réponde? Mais écoutez, il me semble qu'ici, on est dans un endroit du monde où les enjeux sont particuliers. Le réchauffement climatique, il s'applique partout, mais ici, il a des effets qui sont des effets dévastateurs. Et on continue à être parti sur le développement de la consommation des énergies carbonées, alors qu'on a un trésor tout autour de nous. Le fait qu'on soit un archipel nous amène à être entouré de mers dont on ne fait rien. Alors, ce trésor, justement, et là la question est importante, ce trésor, il doit être mis à la disposition du territoire, des hommes pour développer et assurer le développement économique du territoire ou participer au développement global de la nation. Mais écoutez, ça va de pair, ça ne pose aucun problème. C'est je dirais, les deux valeurs se cumulent, je dirais. On ne fera rien si on ne développe pas la situation économique et écologique de la Guadeloupe. Il y a des exemples dans l'actualité. Mais ce développement se fait à travers de grands groupes, donc la contradiction, elle est là, Monsieur Saltel. Vous continuez à enrichir les riches. Ah oui, mais ce n'est pas du tout notre option à nous. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, on va faire revenir dans le patrimoine commun la production d'énergie. Il n'est pas normal de gagner de l'argent en vendant de l'énergie. On peut pas se trouver dans cette situation où des gens accumulent du profit sur quelque chose qui nous est nécessaire. C'est pareil pour l'eau. On a un certain nombre de dossiers comme ça où ce sont des biens qui sont indispensables pour vivre et donc ils doivent appartenir à la collectivité, ils doivent à un moment donné être une valeur partagée sur laquelle on ne laisse pas agir le profit. Parce que ces gens-là nous vendront bientôt l'air qu'on respire. Et pourquoi on ne vous entend pas sur ces questions qui sont fondamentales? Sur l'eau, sur Marie-Galante, on y est là. Oui, tout à fait, oui. Marie-Galante, on a une situation qui est une situation extraordinaire. On est en train de nous dire que la solution consisterait à faire venir du bois du Brésil, de mettre des copeaux de bois sur des bateaux. Vous voyez le désastre écologique que ça représente. Il faut déjà le transporter et en plus pour le brûler ici dans une démarche qui est une démarche polluante. Que faut-il faire à Marie-Galante? Alors, par exemple, d'abord il y a une chose qui a été faite et qui est une malfaçon. Je peux vous dire qu'avec Jean-Luc Mélenchon, l'État ne fonctionnera pas de cette façon-là. Là, je m'engage. Voir un préfet tordre le bras aux élus locaux pour imposer une décision, ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est plus une façon de faire. Il y a eu des gouverneurs jadis ici. Le préfet n'est pas un gouverneur. On n'impose pas sa volonté de cette façon aux collectivités locales. Et véritablement, les élus locaux ont eu raison de se révolter et de protester. D'autant qu'ils ont élaboré un projet. Alors, malheureusement, à nos yeux, ce projet est à peine meilleur que ce que nous propose, parce qu'il est mieux dimensionné, sans doute. Il ne s'agit plus de produire à tout va de l'électricité qui partira ailleurs et sur laquelle on fera du profit. Hein. C'est ça le projet El Bioma. C'est produire beaucoup d'électricité pour pouvoir en vendre ailleurs et gagner de l'argent en vendant de l'énergie. Vous regrettez l'absence de discussion autour de ces questions-là? Questions qui sont sur la table depuis une bonne dizaine d'années, voire plus. Bien entendu. Mais on a des élus qui sont en place aussi depuis très longtemps. Et ne pas avoir entendu que l'avenir, c'était une révolution en matière de production d'énergie, ne pas s'être rendu compte qu'on peut produire de plusieurs manières de l'énergie à partir de la mer. Il y a les hydroliennes dont on ne parle jamais ici. C'est une technologie qui marche, on sait la faire. On pourrait avoir ici des ingénieurs formés ici et qui se mettent sur ces projets et qui puissent assurer l'installation et la maintenance. Vous voyez le travail que ça représente? On estime, nous, sur l'ensemble du territoire national, à 300 000 emplois possibles avec l'économie de la mer. Et on en aurait forcément notre part en Guadeloupe. Et puis, il y a, on est plusieurs à le dire, donc ce plan de l'utilisation de l'aspect thermique, la différence de température. Le plan de transition énergétique de 50 milliards d'euros qu'il propose,
votre Jean-Luc Mélenchon, c'est la voie à suivre pour les 30-50 prochaines années. C'est un impératif. Tout à fait. Il y a un horizon 2050 et il faut le plus tôt possible, entre 2017, dit-il, et 2050, parvenir à 100% d'énergie renouvelable. Bon, ça ne va pas se faire par magie. Alors ici, on n'est pas très embêté par le nucléaire, mais c'est une charge maintenant pour la nation. La façon d'ailleurs dont EDF s'accroche à ce type de projet, tout en continuant à polluer ici, en brûlant du gasoil, est une situation qui est une situation unique. Il faut véritablement que cette entreprise, qui est encore en majorité une entreprise publique, redevienne publique, c'est une première chose, et surtout soit pilotée avec le sens du développement écologique. C'est indispensable. L'écologie au centre du développement économique, donc, avec une reconfiguration de ce qu'on entend par développement économique aujourd'hui. C'est une nécessité, c'est une urgence absolue. Bien entendu, et c'est surtout autour du partage de la richesse que les choses doivent se faire. À un moment donné, vous savez qu'on vit des situations sociales qui sont des situations sociales extrêmement difficiles. Vous savez par exemple qu'ici, la moitié des gens qui auraient droit à une aide, à un revenu minimum qui est très minimum, ne le demandent pas. Vous savez que nous, dans notre programme, on a à la fois l'augmentation de ce minima social à hauteur de 1 000 €, et puis on a aussi la mobilisation de l'ensemble des services publics pour faire en sorte que tous les gens qui y ont droit perçoivent effectivement cette aide. Donc au fond, cette évolution de l'économie, elle doit aussi prendre en compte la dimension du partage. C'est ça qui est aussi dans notre programme, la dimension du partage qui est la plupart du temps absente. Moi, je vais vous donner un exemple. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Vous êtes un homme de télévision, vous connaissez Jean-Pierre Pernaut. Voilà un garçon qui est assis dans son fauteuil, qui est payé 45 000 € par mois pour lire son prompteur et nous faire un sourire niais à tous les bulletins d'information. Eh bien, je trouve que c'est offensant par rapport à quelqu'un qui doit se lever tôt le matin ou se coucher tard le soir pour gagner 1 200 €. Et ça pose question. La question du partage est importante. Et nous, on a dans ce programme l'idée que dans une entreprise, il n'est pas possible de payer plus cher que 20 si le plus petit salaire est 1. Pas plus de différence entre 1 et 20. Vous avez une façon de concevoir les choses, puisque sur la question de Pernaut, c'est l'un des seuls présentateurs qui n'utilise pas de prompteur. Il est comme nous ce soir. Il a ses papiers. Je corrigerai mon exemple. Dites-moi, la retraite à 60 ans, oui, c'est possible. C'est possible, et c'est une mesure même qu'il faut prendre immédiatement. Et c'est 60 ans avec 40 annuités de temps de travail. Pas plus de 40. Il faut revenir aux 40 ans 40 annuités, en fait. Voilà, c'est le terme qu'on emploie. Ce que je veux vous dire, c'est que on nous dit, mais vous pouvez pas, c'est impossible à faire. Vous savez comment on peut financer cette mesure? Ça, c'est tout à fait simple. Il suffirait de payer autant à compétences égales, les femmes que les hommes. On va être le 8 mars, là, dans 2 jours. Payer autant les femmes que les hommes, ça procure, ça abonde en termes de cotisation ce qu'il faut pour faire tout de suite la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Eh bien, vous voyez, il suffit de prendre des mesures qui sont des mesures fortes. Il faut faire en sorte d'abord d'agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et moi, j'invite tout le monde à se mobiliser, à faire de ce 8 mars, non pas la journée de la femme, ou je ne sais quelle présentation à l'eau de rose, mais j'invite que ce soit bien une journée pour la lutte contre les discriminations faites aux femmes. Que pensez-vous de la réduction du nombre de fonctionnaires proposés par certains candidats? Écoutez, on les connaît, les candidats qui proposent ça. Le candidat Fillon propose d'en supprimer 500 000. C'est tout à fait invraisemblable. Il faut maintenir le nombre de fonctionnaires, même lorsque... Quelle est votre position là-dessus, au niveau national, au niveau territorial? Non seulement il faut maintenir le nombre de fonctionnaires, mais à un moment donné, il y a des secteurs entiers où il faut restaurer la façon dont la fonction publique travaille. Vous savez, le stress qui existe dans les services, moi j'ai eu l'honneur et le bonheur de servir l'État, je peux vous dire, dans la fonction publique, il y a des secteurs entiers où, avec la politique de Sarkozy, qui a été poursuivie complètement par Hollande, on est à l'os. À force de dégraisser, comme certains disaient, on est à l'os, il n'y a plus de muscles. Comment vous financez tous vos projets, toute cette évolution, toutes les nouveautés que vous voulez proposer dans le cadre de la 6e République que vous
souhaitez? Alors moi, je veux renvoyer, parce qu'on n'aura pas le temps de développer toutes les mesures, à la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Donnez-moi un exemple concret pour qu'on puisse comprendre. Oui, je vais le faire. Je l'ai donné tout à l'heure sur la façon de financer les retraites. C'est un premier exemple. Bon, il y en aurait d'autres. Mais je voulais souligner le fait que pendant 5 heures, Jean-Luc Mélenchon et toute son équipe, les experts et son équipe, a fait une émission pour expliquer de quelle façon on allait financer tout ça. Et je crois que c'est une question de prise de position différente. On nous répète qu'on est appauvri, endetté. On a même un candidat qui nous a dit « Je suis le Premier ministre d'un pays en faillite ». Eh bien, c'est méconnaître la situation de la France. On n'a jamais produit autant, avec aussi peu de temps de travail. Les progrès ont été immenses. La France est un pays extrêmement riche. Simplement, il y en a qui accumulent beaucoup et il y en a qui n'ont pas leur part dans cette production de richesse. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut déplacer le curseur. Est-ce que vous savez, par exemple, que les entreprises et les actionnaires ont vu augmenter de plus de 10% la barre entre ce qui allait au revenu du travail et ce qui allait au revenu du capital. En quelques années, ils ont pris 10% de plus de la part du gâteau général. Eh bien, c'est gourmand. Et je dirais même ces imposteurs, parce que ceux qui prennent dans la bouche, ils le prennent dans la bouche des autres. Il faut faire en sorte qu'on leur fasse rendre gorge à un moment donné. Il n'est pas possible de laisser certains se gaver pendant que d'autres galèrent, comme on le connaît en Guadeloupe. Il nous reste un peu plus de 8 minutes d'émission maintenant. La séquence objection, une question. Vous répondez, ça nous permettra d'ouvrir le dernier chapitre de notre émission ce soir. Très bien. Je souhaiterais vous poser la question suivante. Sur l'Europe, M. Mélenchon rejoint exactement les critères de Mme Marine Le Pen, sachant que je suis un Guadeloupéen de longue date et je vous demande de nous dire, en tant que Guadeloupéen, pourquoi M. Mélenchon veut quitter l'Europe, Mme Le Pen veut quitter l'Europe, alors que nous, en Guadeloupe, nous bénéficions de subventions européennes pour la banane, de subventions européennes pour la canne, de subventions européennes pour le tourisme, de subventions européennes pour la formation des jeunes Guadeloupéens. Monsieur, expliquez-moi par quoi allez-vous remplacer tout cela? Je vous remercie, j'attends votre réponse. La question, elle est précise. Bien, je vais répondre en 2 temps. D'abord, la position de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec celle de Marine Le Pen. D'ailleurs, on se pose bien des questions sur la position de Marine Le Pen. C'est une femme qui change d'avis comme de chemise. Elle est pour la sortie de l'euro, puis après, elle ne l'est plus, puis la semaine suivante, elle revient sur ses propositions. Il n'y a pas de cohérence dans la proposition du Front National. Est-ce qu'il y a de la cohérence dans la position de M. Mélenchon? Tout à fait. Sortir de l'Europe n'est pas un objectif. L'idée de l'Europe reste une très belle idée, mais simplement ce qui est devenu l'Europe à l'heure actuelle est insupportable. C'est une machine à contraindre, c'est une machine à faire prendre des décisions. Alors, faut-il sortir de l'Europe, oui ou non? Eh bien écoutez, il faut poser la question. Il faut en tout cas sortir des traités qui nous empêchent de conduire la politique économique qui va permettre justement de redistribuer. Donc c'est une révision, revoir les textes de traités signés il y a quelques années pour repartir sur de nouvelles bases? Écoutez, Hollande avait dit qu'il le ferait. Il a abandonné cette idée là sitôt qu'il était à l'Élysée. Ce qui montre que ce quinquennat a été un quinquennat de dupes, un quinquennat de tromperie. Mais que faut-il faire? Il faut aller voir nos partenaires et il faut expliquer en quoi l'Europe telle qu'elle fonctionne à l'heure actuelle ne permet pas de conduire des politiques économiques qui permettent de servir tout le monde. La question d'Henri Dequin était aussi par quoi remplacer les fruits de l'Europe tels qu'ils sont distribués ici, aujourd'hui, concrètement, dans l'économie, pour la banane, pour la canne et les autres secteurs d'activité. Mais écoutez, personne ne peut se satisfaire d'un système où on tend la main et où on attend la subvention. Les gens veulent vivre de leur travail, de leur production. Ils ne veulent pas vivre des subventions de l'Europe, qui d'ailleurs annonce de façon régulière la réduction de ses dotations. On le voit notamment pour la canne. On est dans une situation où on est dépendant d'une subvention. Il vaut bien mieux inverser la vapeur et produire ici, d'abord, ce qu'on doit consommer sur place, le retour ou parvenir à une autonomie alimentaire, c'est un des objectifs. Ça nécessite du travail, c'est de la production de richesse. Et en plus, on est fiers aussi de ce qu'on fait. L'autonomie énergétique, c'est aussi un objectif, on en a parlé tout à l'heure. Et je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'on peut vivre en tendant la main. Et ceux qui pensent que l'Europe, c'est une Europe qui protège, c'est une erreur. À l'heure actuelle, c'est une Europe qui
empêche. Et si le plan A de Jean-Luc Mélenchon consiste d'abord à aller faire un certain nombre de propositions d'évolution, c'est pas la seule démarche qui sera la sienne. Alors, il y a la possibilité de sortir ensuite. Jean-Luc Mélenchon, il est député européen depuis 2009, si je ne m'abuse. Comme Marine Le Pen, d'ailleurs, député européen. À quoi sert un député européen s'il n'est pas capable aujourd'hui d'inverser la tendance alors qu'il fait partie de l'institution européenne ? Mais vous savez que le Parlement européen fonctionne aussi avec des majorités, et d'ailleurs des majorités où on voit très bien ce qui correspond aux socialistes ici, gouverner avec une partie de la droite allemande. Donc on a affaire en fait à des gens qui sont majoritaires pour défendre la finance. On a affaire à des gens qui ne disent rien par rapport aux lobbies. Vous savez qu'il y a un nombre incroyable de lobbyistes à Bruxelles qui vendent des produits et qui essayent d'obtenir des avantages. C'est un dysfonctionnement majeur. C'est pourquoi il ne siège pas régulièrement ? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, il siège beaucoup plus régulièrement que ce qu'on le dit, si on veut simplement regarder la statistique, parce que la présence dans l'Europe, c'est pas simplement en étant assis et en touchant son temps de présence quand on est dans l'hémicycle. Il y a tout le travail qui se fait autour. Mais c'est aussi, et notamment dans cette période, un dirigeant politique qui offre des horizons nouveaux, et c'est bien entendu, au moment de cette campagne, peut-être un petit peu moins de présence dans un Parlement, et beaucoup plus de présence sur le terrain pour discuter de l'Europe et pour faire plus d'Europe en fait avec le travail qu'il fait vis-à-vis des électeurs. Ce week-end, avez-vous lu le texte publié par Raphaël Glucksmann dans l'Obs ? Oui, je l'ai lu. En résumé, il disait que, en s'adressant à Jean-Luc Mélenchon, je cite, « Vous guidez vos fidèles tel un prophète, sans un regard pour le mur dans lequel vous foncez et nous avec vous ». Mais est-ce qu'on ne s'est pas déjà fracassé sur le mur ? Est-ce qu'on ne s'est pas fracassé sur le mur des promesses de ce président qui n'a même pas été capable de se représenter et de venir soutenir son bilan? Est-ce qu'on ne s'est pas fracassé déjà sur le mur de ceux qui nous disaient la question des prix en Guadeloupe, avec mon bouclier prix, ce sera réglé? On est déjà fracassé sur le mur. Il s'agit de se reconstruire et d'aller de l'avant avec un cours nouveau, avec véritablement une révolution citoyenne, non pas une révolution violente, mais avec une mobilisation des citoyens pour aller véritablement dans le sens de l'intérêt général. Pour conclure, Monsieur Selne... Déjà ? Oui, 40 minutes, ça passe vite, effectivement. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il est en mesure d'inverser la tendance, de convaincre le maximum et pour que la gauche puisse se retrouver dans une configuration normale à arriver au terme du premier tour. Moi, je pense que non seulement il a la possibilité de convaincre, mais il va le faire. Et il va le faire notamment ici en Guadeloupe, avec l'ensemble des groupes d'appui qui sont mobilisés. Moi, j'invite tous ceux qui nous ont écoutés et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus, de venir travailler régulièrement avec nous. Cette démarche d'élaboration collective continue. On continue à travailler. Il y a beaucoup de gens mobilisés en Guadeloupe, mais c'est pas assez. Plus on sera nombreux, plus on réussira à marquer des points pour faire en sorte que ça change concrètement en Guadeloupe. Et c'est possible. Ne croyez pas que c'est inéluctable. N'écoutez pas la situation, le carnaval qu'on nous fait autour des candidatures et autour des affaires. Certains se sont disqualifiés. Allons maintenant travailler sur notre projet pour la Guadeloupe et pour la France. Et votre quartier général est situé à Basse-Terre. Alors, on aura un siège de campagne, effectivement. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à faire. On peut dire ici que les Insoumis de Guadeloupe ont déjà repris un siège républicain, puisque nous avons loué le siège qui était précédemment loué par Laurent Bernier, à qui on dit bonjour, mais on lui a déjà pris son siège de campagne. Et juste un mot, vous serez présent aux législatives également avec les Insoumises de Guadeloupe? Alors effectivement, oui, on aura, je pense, des candidats dans les 4 circonscriptions. 2 sont déjà désignés. Nous avons Michel Tola, qui est candidat sur la 2e circonscription. C'est un élu de Port-Louis, voilà. Et je serai effectivement, je viens d'avoir l'investiture pour, j'espère, pouvoir débattre avec le sortant sur la 4e circonscription. Mais je crains qu'il ne se défile. Et puis, dans les 2 autres également, vous serez présent, mais pour l'instant, à la recherche de candidats? Alors tout à fait, les décisions ne sont pas prises et je crois qu'il faut encore... vous savez, ça va émaner des groupes d'appui. Donc les gens, pour l'instant, n'ont pas fait l'arbitrage et n'ont pas proposé au comité national de choisir parmi plusieurs hypothèses. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci d'être venu répondre et donner le coup d'envoi de cette série consacrée à l'élection présidentielle premier tour le 23 avril. Là, on n'a pas parlé des parrainages, mais c'est en cours. On aura l'occasion de le faire dans nos différents journaux. Avant de
de refermer ce numéro de Droite dans les yeux, j'aimerais avoir une pensée émue sur ces photos de notre confrère Louis Francius, l'un des pionniers du journalisme télévisé et radio en Guadeloupe. Il a longtemps présenté les journaux sur notre chaîne appelée à l'époque l'ORTF ou FR3 Guadeloupe. Louis Francius est mort à 72 ans en Polynésie où il s'était installé depuis de nombreuses années. Loulou pour les confrères des rédactions, Chico pour ses amis de Pointe-Noire d'où il était originaire, aura laissé une marque dans la profession. Homme élégant, de culture et d'un grand professionnalisme, on ne l'oubliera pas. Il sera inhumé en Polynésie sur sa terre d'accueil très prochainement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Lundi prochain, c'est Guy Losbar de GUSR qui sera sur ce plateau. Merci. Au revoir. Bonsoir.